Bienvenue dans le débat. Marco Rubio est en Hongrie. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé à Budapest que Donald Trump souhaitait le succès de son allié hongrois en vue des élections législatives prévues le 12 avril. Le parti de Viktor Orban est devancé par le parti d'opposition dans les sondages. Et Marco Rubio était également en Slovaquie hier où il s'est entretenu avec Robert Fico. Alors quel est l'enjeu de la rencontre du secrétaire d'État américain avec Viktor Orban? Le Premier ministre hongrois est-il un allié? Y a-t-il des risques d'ingérence dans le scrutin en Hongrie? On va revenir aussi sur le discours de Marco Rubio à Munich ce week-end. Comment le secrétaire d'État américain perçoit-il l'Europe? Comme un vassal, un partenaire ou comme un continent qui pervertit ce qu'il présente comme des valeurs chrétiennes occidentales? Marco Rubio redessine-t-il l'Europe? C'est tout de suite avec nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Philippe Golub. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bienvenue à vous. Ketevan Gorgestani est avec nous ce soir. Bonsoir Ketevan. Bonsoir. Chroniqueuse internationale à France 24, ancienne correspondante aux États-Unis de France 24. Bienvenue Ketevan. Ulrich Bouna est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et également chercheur associé au think tank Eurocreative. Bienvenue à vous. Nous avons avec nous en direct de Londres Chahine Vallée. Bonsoir, vous êtes chercheur en économie politique au DGAP. Bienvenue à vous et merci d'être là. Bonsoir. On va d'abord démarrer avec un retour en images justement de cette rencontre entre Marco Rubio et le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Ça se passe à Budapest et c'est avec Ludovic de Foucauld. En pleine campagne électorale hongroise, le chef de la diplomatie américaine vient assurer Viktor Orban du soutien plein et entier de la Maison-Blanche. Le président Trump est profondément attaché à votre réussite, car votre réussite est notre réussite. La relation que nous avons ici en Europe centrale, grâce à vous, est essentielle et vitale pour nos intérêts nationaux. Un soutien dont a bien besoin Viktor Orban, à la traîne dans les sondages indépendants depuis des mois, sur fond de stagnation économique, de mécontentement croissant vis-à-vis des services publics et d'usure du pouvoir. Déjà 16 ans que le nationaliste est à la tête de la Hongrie. Grâce à l'exception accordée par le président des États-Unis, nous pouvons continuer à importer du pétrole et du gaz russe. Et cela contribue à la sécurité économique hongroise. Nos foyers et notre industrie peuvent se fournir en énergie pour un prix moins élevé en comparaison avec les moyennes internationales. Viktor Orban continue de s'en prendre à Bruxelles et refuse toujours de débloquer armes et financements vers l'Ukraine. Le chef de l'opposition, Péter Magyar, l'accuse d'avoir mené une politique qui a privé la Hongrie de fonds européens. Nous défendons notre pays tout en réclamant tout ce dont ce beau pays a été privé au cours de ces 16 dernières années. La situation est claire. La place de la Hongrie est en Europe. Non seulement parce que la Hongrie a besoin de l'Europe, mais aussi parce que l'Europe a besoin de la Hongrie. Après Marco Rubio, c'est Donald Trump que Viktor Orban retrouvera. Il se rendra à Washington la semaine prochaine pour l'inauguration du Conseil de la paix du président américain. Et Ketevan, pourquoi est-ce qu'il le soutient comme ça, Marco Rubio? Pourquoi va-t-il en Hongrie pour soutenir la candidature de Viktor Orban? Déjà, c'est quelqu'un qui est très proche de Donald Trump. Donald Trump l'aime bien, donc il y a quelque chose clairement de personnel. C'est une figure de la droite conservatrice en Europe et donc il y a une sorte d'alignement des idéaux et des principes. Mais il n'y a pas que ça, parce que si vous regardez la stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui est sortie en décembre, la partie sur l'Europe, elle est quand même très claire. Il y a un effacement civilisationnel qui attend l'Europe et une des façons d'empêcher cet effacement civilisationnel, c'est, selon les Américains, de s'appuyer sur l'influence de nouveaux partis européens patriotiques et d'essayer de cultiver la résistance au sein
des nations européennes et vraiment clairement l'idée qu'il faut aider ces partis nationalistes, ces partis de droite en Europe pour éviter cet effacement civilisationnel. Et donc l'administration Trump prend fait et cause pour tous ces partis, pas seulement Viktor Orban, mais clairement là on est dans une sorte d'alignement des valeurs au sein de l'Europe pour les Américains. Et donc on voit que Donald Trump vendredi a clairement dit qu'il voulait que Viktor Orban gagne. Marco Rubio a beau dire ce sont les Hongrois qui choisissent qui ils vont élire, il a quand même dit, on l'a vu dans le sujet, votre succès, c'est notre succès, donc on a un peu notre intérêt là aussi. Philippe Golub, est-ce que ça veut dire que ça flatte les MAGA lorsque Marco Rubio vient soutenir une candidature comme celle de Viktor Orban ou pas? Les MAGA aux États-Unis. La dimension de politique intérieure américaine n'est pas particulièrement significative en l'occurrence. Ce n'est pas Marco Rubio qui parle aux Américains, ce serait plutôt J.D. Vance ou Trump lui-même. Non, effectivement, c'est l'intervention dans la politique intérieure de différents États européens. Il y a une politique systématique d'ingérence. Que ce soit de l'ingérence. Pas seulement un soutien affiché. L'ingérence dans plusieurs pays européens, à travers la voix de certains ambassadeurs, y compris l'ambassadeur ici à Paris, mais pas seulement, n'est-ce pas, l'ambassadeur en Pologne, à travers le soutien explicite qui a été donné par J.D. Vance à Alternative für Deutschland en Allemagne, qui est un parti néo-nazi, en soutien aux extrêmes droites européennes, systématiquement. Donc, je voudrais revenir sur la question de l'effacement. L'effacement civilisationnel, il y a un texte... C'était les mots de J.D. Vance. C'est pas seulement J.D. Vance, c'est dans le discours de Rubio. C'est dans le discours de Rubio à Munich. L'effacement civilisationnel, il y a un texte et un sous-texte. Le texte est ouvert, il dit qu'il faut arrêter l'immigration. Le sous-texte, c'est l'idée d'une alliance occidentale, blanche et chrétienne transatlantique contre les Blancs, les Noirs et les autres races et les autres peuples. Et là, on est dans quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis actuellement, au sein et autour de l'administration Trump, une renaissance de la pensée du racisme du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle, d'un racisme de type biologisant, n'est-ce pas, de théories du grand remplacement qui sont explicitement repris par des cercles intellectuels autour de cette administration et qui viennent du début du XXe siècle. Il y a eu tout un courant sur le grand remplacement aux États-Unis au début du XXe siècle. 2 grands livres ont été publiés à ce sujet à l'époque et qui aujourd'hui sont en train d'être reprises par les milieux autour de Trump. Donc il s'agit d'une entreprise idéologico-politique de subversion des pays européens à travers les extrêmes droites et la mise en place d'une politique il faut bien le dire, raciste, occidentaliste. Et ils s'appellent eux-mêmes, je dois vous dire ça, c'est important, ils se considèrent eux-mêmes comme des nordicistes. N'est-ce pas? Marco Rubio, donc vous le mettez dans le même, pour vous, c'est la même ligne que J.D. Vance. Marco Rubio, il joue son jeu à lui. Je ne connais pas l'âme intime de Marco Rubio, et d'ailleurs, je ne veux pas le connaître. Exilé cubain, à la base. Non, il suit ce que dit son chef et ce que dit son administration. Et il le suit très fidèlement. Cubain ou pas cubain, c'est un cubain blanc. C'est un blanco. C'est un blanco, c'est pas un negro. Ulrich Bouna, c'est de l'ingérence pour vous, cette rencontre avec Viktor Orban, vous qui êtes un spécialiste de la Hongrie, ça a un impact sur le scrutin en Hongrie? Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est de l'ingérence, et pas simplement parce qu'il dit qu'il a envie que Viktor Orban gagne. Il a explicitement dit que les États-Unis étaient prêts à soutenir financièrement la Hongrie si Viktor Orban gagnait. C'est exactement la même stratégie qui a été mise en place en Argentine, au Honduras. Donc en fait, on est bien évidemment sur de l'ingérence totale et il est probable que ça va aller au-delà des discours. Enfin, il faut bien comprendre que Viktor Orban, c'est pas simplement un leader nationaliste que les Américains aiment bien. Viktor Orban, il est extrêmement proche de la Heritage Foundation des États-Unis. Il a créé une université. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. Derrière Viktor Orban, il y a tout un système. Viktor Orban, il a créé une université qui s'appelle la Matthias Corvinus,
qui sert de think tank à Bruxelles, mais qui sert aussi de creuset intellectuel pour toute l'extrême droite américaine ou pas. Et donc ces gens-là se croisent depuis des années. Depuis 4 ou 5 ans, il y a un grand congrès qui s'appelle le CPAC, qui d'habitude est organisé aux États-Unis et qui est délocalisé. En tous les cas, il y a une succursale. Il va avoir lieu en Hongrie, ce fameux CPAC. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a une succursale européenne qui a été créée. Et donc en fait, ça montre qu'effectivement, les deux camps, le camp Orban et le camp Trump, se parlent depuis des années. Il y a une symbiose intellectuelle entre les deux qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Et donc, Viktor Orban est parfaitement connu du milieu MAGA aux États-Unis. Il est représenté comme un exemple politique, en fait, que Donald Trump est invité à suivre, en fait. Donc, c'est ça, en fait, qui se joue aussi. Et ça peut avoir un impact sur le scrutin ou pas? Est-ce que c'est difficile à évaluer? Ça peut avoir un impact dans le sens où quand même les Hongrois ont bien conscience qu'économiquement ça va pas très bien, le pays est en stagflation et donc effectivement avoir un soutien financier américain ça peut jouer comme ça a joué pour les Argentins. Après la figure de Viktor Orban elle est relative, il y a 16 ans d'usure du pouvoir donc ça peut jouer aussi mais on ne sait pas dans quelle proportion. Dans un discours justement, puisqu'on parle de Viktor Orban, il s'est engagé à poursuivre son offensive contre les pseudo-organisations civiles. On l'écoute. Des pseudo-organisations civiles, des journalistes achetés, des juges, des politiciens, des algorithmes, des bureaucrates qui brassent des millions d'euros. En Hongrie aujourd'hui, c'est ce que représente Bruxelles. Ceux qui aiment la liberté ne doivent pas craindre l'Est, mais Bruxelles. La peur de Poutine est primitive et peu sérieuse. Bruxelles, en revanche, est une source de danger imminent. Shahin Vallée, on voit bien que c'est un peu pour ou contre Bruxelles, ce scrutin en Hongrie. Très clairement, Viktor Orban anti et son rival, au contraire, pro. Oui, c'est un scrutin sur la forme d'adhésion à l'Europe que les Hongrois souhaitent. Mais ce qui est important aussi, c'est que par le soutien de Rubio et Orban, c'est aussi clairement une expression américaine du type d'Europe que les États-Unis souhaitent. Et je pense qu'il y a pu avoir une illusion un petit peu ce week-end lors du discours que Rubio a prononcé à la conférence de Munich sur la paix, discours qui a été accueilli assez bizarrement par une standing ovation. Alors que, comme ça a été dit précédemment, dans le fond, il n'est pas du tout différent du discours de J.D. Vance ou du discours de Trump. Il a été beaucoup plus rond et beaucoup plus doux dans la forme, mais sur le fond, c'est le même projet impérialiste, occidentaliste qu'il dessine. Et donc, en effet, en Hongrie, ce qui se décide aujourd'hui, c'est est-ce que la Hongrie revient dans le cercle européen ou est-ce qu'elle continue de s'enfoncer dans cette position un peu aux marges de l'Europe? Et ce qui est très clair dans le choix que Rubio a fait de ses visites en Europe lors de son séjour, Hongrie et Slovaquie, c'est que ce que les États-Unis souhaitent encourager, c'est les marges de l'Europe contre l'intégration européenne. Ce que moi je trouve un petit peu rassurant peut-être pour finir, c'est que depuis quelques mois maintenant, l'Union européenne a réussi à progresser malgré les blocages de ces pays à la périphérie. Je pense notamment à la décision qui a été prise en novembre de geler les avoirs de la Banque centrale de Russie de manière permanente en utilisant l'article 122, c'est-à-dire sans recourir aux règles d'unanimité et en excluant et en passant au-dessus du veto hongrois. Et en décembre, lors du prêt que l'Union européenne a accordé à l'Ukraine, en procédant par ce qu'on appelle une coopération renforcée, et donc là aussi en ignorant les vétos hongrois, slovaques et tchèques. Et donc je pense que l'Europe est en train d'apprendre à fonctionner malgré et contre les capacités de blocage de ces pays aux marges, et donc que les soutiens américains aujourd'hui vont peut-être avoir leur effet sur la politique locale, mais ils auront peut-être moins d'effet que les Américains s'y attendent sur la marche de l'intégration européenne. Donc là, vous êtes positif pour l'Union européenne. Ulrich Bouna, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Shahin Vallée, il y a cette aide de l'Union européenne de 17 milliards d'euros qui a été gelée tout de même et qui devait donc être livrée à la Hongrie, gelée parce qu'il y a des atteintes à l'état de droit de la part de la Hongrie. Et puis, lui, Viktor Orban est très pro-russe, il achète du gaz et du pétrole russe. Il est, on vient de le dire à l'instant, totalement contre les sanctions, mais enfin bon, il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Ça reste...
Non, il ne veut pas en sortir parce qu'en fait, alors pour deux raisons. Déjà, effectivement, il aimerait bien récupérer ces 17 milliards Oui. qui Mais font est-ce que son économie, en fait, tourne quand même. Il y a deux mamelles de l'économie hongroise. En gros, il y a énormément d'entreprises qui se sont installées là parce que les coûts du travail étaient très bas, mais ça fonctionne mal, notamment le secteur automobile. Et il y avait les fonds structurels européens qui sont absolument dimensionnants pour la Hongrie. Déjà, d'une part, parce que ça améliore le pays, et d'autre part, parce que c'était aussi une bonne partie de ces fonds étaient détournés par Viktor Orban de façon clientéliste. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui a affaibli Viktor Orban. Il aimerait bien récupérer ces 17 milliards, mais bien évidemment, il n'a pas envie de rétablir l'indépendance des juges, etc., ce genre de choses, de rétablir les libertés d'expression. Donc finalement, lui utilise l'aide américaine financière s'il gagne, mais son rival, lui, dit moi, je vais pouvoir récupérer les fonds européens de 17 milliards si je gagne. Effectivement, il y a quand même un enjeu financier dans cette campagne. Mais complètement. Et, enfin, l'économie est au cœur du sujet. C'est-à-dire que, encore une fois, l'économie hongroise va vraiment pas bien. Les gens s'appauvrissent. Il y a eu 50% d'inflation ces 5 dernières années, enfin, sur les 5 dernières années en tout. Donc, en fait, ça va pas très bien pour l'économie hongroise. Donc, effectivement, Peter Magyar dit je vais rétablir les liens avec l'Union européenne, donc je vais récupérer ces fonds structurels et je vais améliorer les relations économiques avec mes partenaires. Forcément, ça parle aux électeurs. Un mot, Ketevan, justement, sur Marco Rubio, donc, qui est allé voir Robert Fico, le Slovaque. Il s'agit aussi, bien sûr, comme toujours avec cette administration, de deal. Avec la Hongrie, il parle d'un deal sur le pétrole, le gaz et puis le nucléaire. Ça, c'est un peu nouveau. Oui, il y a toujours une partie de deal dans la politique internationale de Donald Trump. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Marco Rubio, il est là pour appliquer les positions du chef et il ne diverge pas et il continue. Je pense que là, en l'occurrence, les deals, c'est un peu du window dressing, c'est un peu pour faire le show et dire qu'on a signé quelque chose. Parce qu'honnêtement, les détails de ce deal sur le nucléaire, sauf si je me trompe, il n'y a pas grand détail. On ne sait pas trop ce que ça va apporter ni aux uns ni aux autres. Donc c'était un peu une excuse pour aussi expliquer pourquoi il allait là. Enfin, c'est un peu comme ça que certains l'ont vu. Et ça montre quand même ce côté deal maker de Donald Trump. À chaque fois qu'ils vont quelque part, il faut signer un accord. Là, en l'occurrence, c'était le nucléaire. Et ce d'autant plus que, pour le coup, l'ensemble du secteur énergétique, que ce soit le pétrole, le gaz ou l'atome, en Hongrie, c'est chasse gardée des Russes. Donc on ne voit pas trop comment les Américains pourraient s'impliquer là-dedans. Même le nucléaire. Bien sûr. Les centrales nucléaires russes nucléaires en Hongrie sont de conception russe et il y a un partenariat pour construire de nouveaux réacteurs avec Energoatom. Donc ça serait difficile pour les Américains de s'immiscer dans l'économie hongroise. Ça va être compliqué. Philippe Golub, sur justement le CPAC de Trump, donc c'est le mois prochain, en mars, et ça va avoir lieu en Hongrie. C'est une sorte de conférence des conservateurs, une contre-révolution conservatrice nationaliste. On peut dire qu'elle est en marche lorsqu'on voit Orban et Trump ensemble. Oui, effectivement, la révolution conservatrice, contre-révolution conservatrice, il faut reprendre le concept. L'idée de la révolution conservatrice trouve ses origines en Allemagne dans les années 1910-1920, dans un mouvement idéologico-politique radical, parfois révolutionnaire, parfois pas, qui voulait replacer l'Allemagne, le nationalisme allemand au centre après la Première Guerre mondiale, et qui a placé certaines personnalités de ce mouvement au sein du mouvement nazi après ça. Donc la révolution conservatrice, en réalité, c'est un ensemble idéologique et politique, mais qui correspond très bien aux alliances qui sont en train de se construire entre ces éléments de MAGA et les différents mouvances et mouvements d'extrême droite et des droites radicales en Europe, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une convergence idéologique. Il y a une convergence idéologique sur des questions qui sont des questions justement entre guillemets culturelles et civilisationnelles, sur les questions de race, sur les questions d'immigration, sur la question d'arrêter de repousser les immigrants venus du sud global. Mais on ne voit pas, par contre, comment ces nationalismes, in fine, vont pouvoir s'articuler ensemble. Parce qu'il y a des moments où ils vont rentrer en contradiction. On le voit bien avec Bardella, dans la manière dont il réagit vis-à-vis de la politique de Trump relativement récemment. Une internationale ultranationaliste, ça ne peut pas se construire facilement, et donc Trump ne pourra pas faire ça. Ce qu'ils font pour l'instant, c'est une opération de démolition. Ils tentent. Ils ne vont pas réussir. Mais une entreprise de démolition de l'Union européenne et de la construction européenne. Et ils le font pour plusieurs raisons, et ce n'est pas vrai nécessairement pour des raisons civilisationnelles. L'Europe représente un ensemble de régulations mondiales très important devant les
disons, les impulsions impériales de cette administration américaine. Donc il faut le détruire. On va écouter Marco Rubio, justement. On va écouter un extrait de son discours sur l'Europe à Munich. On l'écoute, le secrétaire d'État américain. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis d'Amérique se lanceront une nouvelle fois dans une entreprise de renouveau et de restauration, animée par la vision d'un avenir aussi fier, souverain et dynamique que le passé de notre civilisation. Et même si nous sommes prêts, si nécessaire, à mener à bien cette tâche seuls, nous préférons et espérons la mener à bien avec vous, nos amis ici en Europe. Les États-Unis et l'Europe sont faits pour être ensemble. Shahin Vallée, c'est intéressant de le réécouter, Marco Rubio, parce que finalement, derrière, après ce discours, il a été applaudi, contrairement à J.D. Vance, qui vraiment avait entraîné une stupeur totale de la part de l'assistance. Applaudi parce qu'il dit « je veux le faire avec vous, l'Europe ». Donc en fait, il cache bien son jeu ou pas ? Oui, il cache bien son jeu, avec une Europe qui n'est pas l'Europe d'aujourd'hui, avec une certaine Europe, avec une Europe qui serait alignée sur un projet d'impérialisme américain uni autour d'un projet occidentaliste et raciste comme celui qui a été décrit plutôt par votre invité. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'en utilisant un discours plus rond, il ait pu faire illusion face à un auditoire qui est pourtant habitué à ce genre d'exercice. Et donc, il y a vraiment des questions à se poser suite à cette visite et à ce discours. Est-ce que les Européens continuent de croire dans la possibilité d'un réveil transatlantique ou d'un retour au statu quo ante? Le discours du chancelier Merz, qui a suivi celui de Rubio, laissait penser que l'Allemagne continue d'espérer qu'on peut reconstruire les ponts transatlantiques qui ont été secoués ces derniers mois. Et donc je pense que tout le défi européen dans les mois qui viennent est de savoir si l'Europe essaye de reconstruire un pont transatlantique avec le gouvernement et l'administration Trump autour du projet qui a été décrit avec tout le miel et les rondeurs qui vont par Marco Rubio, ou est-ce qu'au contraire, l'Europe considère que ce projet reste un projet impérialiste occidentaliste dans lequel elle ne peut pas se fondre, et du coup, elle propose une alternative qui passe par construire une Europe de la défense plus solide, renforcer son économie, et renforcer notamment le rôle de l'euro comme devise de réserve internationale en substitut du dollar. Donc des projets ambitieux qui nécessitent une intégration européenne bien plus poussée. Mais Ketevan, comment est-ce qu'il considère l'Europe finalement dans son discours, Marco Rubio? Est-ce que lorsqu'il dit l'Europe doit être puissante, mais finalement il parle de civilisation chrétienne qui doit être, elle, défendue contre l'ouverture des frontières, est-ce qu'il la considère comme un vassal, ce qui est un peu le cas de J.D. Vance et de Trump, ou il la voit plutôt comme un partenaire? Comment est-ce que vous le définiriez? Alors il l'a dit, il a utilisé ce terme de vassal en disant l'Europe n'est pas notre vassal. C'est pas notre idée de faire de l'Europe notre vassal. Nous voulons que l'Europe soit notre allié, notre partenaire. Ça, c'est dans les termes. Je pense que là où il y a une différence avec Marco Rubio, et je pense que c'est à peu près la seule, à part le côté, le vocabulaire plus diplomatique qu'il a employé lors de son discours, la différence, c'est que je pense que Marco Rubio, de par son histoire de sénateurs très focalisés sur l'alliance transatlantique, c'est un faucon républicain qui considérait l'Europe comme le partenaire numéro 1 des États-Unis dans le combat contre les autocraties du monde entier. Je pense que lui, ce qu'il essaye de dire, c'est nous voulons que vous veniez vers nous. Nous voulons que vous vous accordiez sur cette idée de défense de la civilisation occidentale et nous avons besoin de vous comme alliés. Lui, il se rend compte que les Américains tout seuls ne pourront pas se battre et défendre la civilisation occidentale si ils n'ont pas les pays européens avec eux. Alors que J.D. Vance, lui, est sur un discours un peu plus catégorique, dans le sens où il dit les Américains, on est assez puissants pour go it alone, pour y aller tout seul. Ce que Marco Rubio a l'air de dire, alors pas vraiment, et on aimerait bien que vous veniez avec nous.
C'est là où je vois la différence. Sous notre contrôle. Exactement, sous notre contrôle et dans notre direction. Philippe Golub, il y a quand même une rivalité entre les deux hommes, je dirais, d'un point de vue en politique interne aux États-Unis. Il y a des élections, il y a les mi-mandats, puis les élections présidentielles. Ce sont deux potentiels candidats à la présidence, Marco Rubio et J.D. Vance. Donc ces nuances parlent à un électorat peut-être différent. Oui, sans doute, mais quand on lit de près le discours de Rubio, il dit effectivement avec beaucoup plus de rondeur, comme le dit votre invité de Londres, avec beaucoup plus de rondeur, de subtilité, etc., parce qu'il sait comment faire un peu mieux, ou en tout cas, c'est la division des rôles qui se sont attribués, c'est peut-être ça aussi, n'est-ce pas ? Mais les différences ne sont pas fondamentales. Il y a un constat, le document de sécurité nationale des États-Unis qui a été publié au mois de janvier est un document écrit conjointement par la Maison-Blanche, le Conseil de sécurité nationale, c'est Rubio, et le secrétaire d'État, c'est Rubio. Donc, et ce que dit ce document, c'est exactement ce que disait Vance, mais dans des termes un tout petit peu différents. Ce n'était pas très subtil, d'ailleurs, ce document. Donc, on est dans un moment où il y a une sorte de consensus qui s'est établi dans ces milieux états-uniens-là, pas tous les milieux états-uniens, mais dans ces milieux-là, pour mener une politique qui est une politique offensive d'ingérence en Europe et une politique internationale qui est axée sur une politique de puissance pure, n'est-ce pas ? La force fait le droit. Pour eux, la force fait le droit. Et la grande question, effectivement, qui a été soulevée, c'est est-ce que l'Europe saura choisir une voie qui affirmera exactement le contraire, que c'est le droit qui doit prévaloir dans les relations internationales. Parce que sinon, on va dans un monde... Si l'Europe s'aligne sur les États-Unis, on va vers un monde d'anarchie presque chimiquement pure. Il y a le concept d'Europe puissance, c'est un peu ça qui revient. Et pour en revenir justement, Ulrich Buna, au Premier ministre hongrois, à Viktor Orban, lui fait partie de ce conseil de paix qui a été créé par Donald Trump. Il y a eu mentionné par Marco Rubio le fait que l'ONU ne sert plus à rien, grosso modo, puisqu'il dit que ce sont les États-Unis qui ont réussi donc, à faire en sorte qu'il puisse y avoir la paix entre quelques pays. Donc l'ONU, il faut la réformer. Et là-dessus, Viktor Orban est totalement sur la même longueur d'onde que Trump, puisqu'il a accepté de participer à ce Conseil de la paix qui a été créé par Trump à Davos pour prendre la place, en théorie, prendre la place de l'ONU. Alors, ce conseil ne prendra jamais la place de l'ONU, soyons clairs. C'est l'objectif de Trump. Oui, mais bon, ça ne se produira pas. Enfin, soyons honnêtes, il y a une vingtaine de pays. Il y a des pays Viktor Orban a dit oui tout de suite. Oui, mais pourquoi il a dit oui tout de suite ? Puis il a pas vraiment... Déjà parce qu'il est aligné, on va dire, intellectuellement avec Donald Trump d'une part, mais d'autre part, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a aussi une question économique. Comme il le dit d'ailleurs dans son discours, Viktor Orban, il a obtenu une levée des sanctions, en fait, sur le pétrole et le gaz qu'il importe de Russie. En gros, il y a désormais... Par les États-Unis. Par les États-Unis. En gros, les États-Unis, désormais, imposent en quelque sorte une espèce d'embargo, en tout cas des taxes, sur les gens qui importent du pétrole et du gaz, notamment de Lukoil et de Rosneft, ce que fait la Hongrie. Et si jamais les Hongrois étaient sanctionnés par ça, en fait, l'énergie coûterait beaucoup plus cher et ce serait encore plus compliqué pour Viktor Orban d'aller vendre son bilan économique pendant les élections. Donc, il est obligé, en fait, de suivre un petit peu ce que lui dit de faire Donald Trump. Et pour le coup, ça ne coûtait pas grand-chose de prendre la photo, de signer un document et d'aller, effectivement, s'afficher dans ce Conseil de la paix. Mais il y va la semaine prochaine, me semble-t-il, pour justement, cette semaine, pour acter ce Conseil de la paix. Mais encore une fois, il ne faut pas attendre grand-chose de ce Conseil de la paix qui, à la base, était censé régler le problème de la question à Gaza et qui, désormais, effectivement, est vu par Donald Trump comme une alternative de l'ONU, alors qu'il n'y a aucun membre du P5 de l'ONU qui est, par exemple, dans ce Conseil. Oui, mais ce n'est pas anodin qu'il y aille en pleine période électorale. Ah non, mais bien sûr que non, mais parce qu'en fait, il va jouer il joue une double carte, Viktor Orban. Et il va jouer la carte de la proximité avec Trump pour dire, regardez, j'ai le soutien de la première puissance mondiale. Et il va jouer la carte de la proximité avec la Russie pour dire, regardez, j'ai de l'énergie pas chère. Et par ailleurs, il y a aussi, et ça c'est vrai à l'intérieur des États-Unis avec les républicains et à l'extérieur avec les leaders alliés avec Donald Trump, c'est que s'il n'y va pas et qu'il ne le signe pas, demain, Trump, il est capable de dire « Ah, mais vos sanctions là, sur le gaz russe, je les remets tout de suite. » Donc, il ne va pas risquer
d'avoir un retournement de situation, parce que Donald Trump, il est basé sur la loyauté. Et pour lui, si quelqu'un comme Viktor Orban, qui est censé être son grand allié en Europe depuis des années, si lui ne signe pas et ne vient pas pour lancer ce Board of Peace, Donald Trump le prendrait très mal et ça pourrait engendrer des conséquences très nocives pour la Hongrie et donc pour Viktor Orban en pleine période électorale. Il est vassalisé finalement par les États-Unis, puisqu'on parle d'Europe vassale. Lui, il a une double vassalité en fait, économique vis-à-vis, en tout cas vis-à-vis des matières premières, vis-à-vis de la Russie, et effectivement un petit peu idéologique, intellectuel avec Donald Trump et un peu économique. Après, on dit beaucoup qu'il est aussi la porte de la Chine en Hongrie, c'est vrai. Oui, mais ça en fait, Viktor Orban, c'est pas vraiment, on va dire. En fait, il va se vendre. En fait, c'est quelqu'un qui va faire. C'est pour ça qu'ils sont entraînés avec Trump. C'est quelqu'un qui fait des deals, Viktor Orban. Tout ce qui l'intéresse, Viktor Orban, c'est d'essayer de survivre politiquement et de s'enrichir au passage. Et donc, effectivement, il va aller vers tous les pays qui sont prêts à le soutenir économiquement d'une façon ou d'une autre, sans être trop regardant. C'est pour ça que ça se passe mal avec la Bruxelles. C'est que, au-delà de, en fait, on donne de l'argent à Bruxelles, mais en contrepartie, on veut des garanties sur comment ça va être utilisé. Chose sur lesquelles les Chinois, les Russes et désormais Donald Trump sont beaucoup moins regardants. Shahid Vallée, sur l'ONU, justement, et ce discours, pour revenir au discours, sur le discours de Marco Rubio, qui donc parle d'une ONU finalement totalement obsolète. Comment l'Europe, est-ce que vous rejoignez finalement ce que vient de dire Philippe Gollub sur le fait que l'Europe devrait garder ce respect du droit comme un marqueur identitaire finalement de cette Union européenne pour justement rentrer dans un discours qui était celui de 1945, parce que Marco Rubio a dit clairement lors de ce discours, comme l'avait dit J.D. Vance, qu'il n'y a plus d'ordre international de 1945, que c'est terminé, donc il n'y a plus de droit international, il l'a redit. Est-ce que l'Union européenne devrait porter ce drapeau-là ? Oui, je crois que l'Union européenne doit continuer à porter ce drapeau-là. Notre union est elle-même fondée sur le droit et sur le droit international, en plus d'être fondée sur le droit européen. Si on renonce à ça, je pense qu'on renonce à une partie de ce qui a fait et de ce qui continue de faire la construction européenne. Ce qui est difficile pour nous, c'est de continuer à faire ça dans un monde où tous, les Américains d'abord, mais sans doute demain les Chinois si ils prennent possession de Taïwan par la force, ou les Russes quand ils prennent possession d'une partie du territoire ukrainien par la force. Si tout le monde cesse de suivre les règles de l'ordre international et que nous sommes les seuls à le faire, nous serons bien seuls, mais je pense que ce combat doit continuer à être le nôtre. Et notre difficulté, c'est qu'il est de plus en plus difficile de tenir cette ligne. On voit bien comment l'Union européenne a eu du mal à tenir cette ligne au sujet du conflit israélo-palestinien, et où là aussi on a laissé s'affaiblir la règle de droit. Mais je pense en effet, comme votre invité l'a dit, il ne faut pas laisser aux États-Unis la possibilité d'imposer la force comme nouvelle règle de droit et de continuer de faire la règle de droit notre force. Donc je pense que ça doit rester le projet européen. Mais nous faisons face, et ça a été mentionné à plusieurs reprises dans cette émission, à une double ingérence qui sera aussi une ingérence que nous verrons en France lors des prochaines élections l'année prochaine. Il ne faut pas se tromper sur ce sujet-là. Les ingérences américaines et russes ne sont pas seulement l'apanage des petits pays à la périphérie de l'Europe. Nous aurons l'expérience de ça dans quelques mois lors de l'élection présidentielle française, avec certainement une ingérence américaine et russe à la faveur du candidat ou de la candidate d'extrême droite. Donc ce qui se joue en Hongrie aujourd'hui est un peu un tour de chauffe avant des élections en Europe de l'Ouest qui seront peut-être plus importantes pour l'avenir de l'Union européenne, les élections en France d'abord et les élections en Allemagne ensuite en 2029. Vous vous rappelez que J.D. Vance était lui-même intervenu en réalité dans les élections allemandes l'année dernière. Il se trouve que l'administration américaine venait de prendre fonction, et donc les effets avaient sans doute été trop faibles et trop tardifs pour avoir un impact sur le scrutin. Mais je pense qu'il y a ce que cette administration nous signale de nouveau, et ce voyage nous signale de nouveau, c'est que les États-Unis sont prêts à faire une ingérence musclée dans les affaires politiques internes européennes. Vous êtes d'accord, Philippe Gollub ? Ingérence musclée à prévoir, y compris dans les élections en France, élection présidentielle dans un an ? Oui, probablement. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je ne sais pas Russie. exactement ce que ça veut dire musclé, mais effectivement une ingérence caractérisée, je pense, du point de vue à la fois dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux,
à travers des messages qui sont passés dans les médias, peut-être à travers des ingérences politiques ouvertes. Mais ça, on verra si la France avec un appui, si la France accepterait une chose pareille. Appui, en tout cas, pour certains candidats, si effectivement Jordan Bardella se présentait. Selon l'administration Trump, la liberté se trouve du côté des partis d'extrême droite et des droites radicales européennes. C'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils redisent. Mais ce discours est un discours qui a une fonction très particulière, qui est justement de casser l'Europe. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est simplement pensé comme ça spontanément. C'est mûrement réfléchi, ça ne veut pas dire que c'est intelligemment réfléchi, mais c'est mûrement réfléchi, c'est un projet politique, c'est un projet stratégique, et il faudra bien que l'Europe... Moi, ma crainte, c'est que les divisions intra-européennes, par exemple entre l'Allemagne et la France, aujourd'hui autour de la défense, autour de comment construire une industrie de la défense européenne, que ces différences-là deviennent de plus en plus marquées au fur et à mesure qu'il y a ce conflit croissant avec les États-Unis. Il faut un bras de fer entre une Union européenne unie, mais ce qui est très difficile à faire, et les États-Unis, et puis la Russie aussi, elle est prise en étau. Oui, mais je voulais revenir sur quelque chose qui est que, alors certes, Donald Trump a une grosse influence et clairement les élections françaises vont pas y échapper, mais en revanche, il faut quand même noter que il y a eu des endroits et des pays où l'ingérence et l'importance que Donald Trump mettait sur certains pays et certaines élections a joué des tours aux candidats de droite. On l'a vu au Canada avec Pierre Poilievre, où la gauche était donnée perdante et d'un coup, avec les attaques sur le 51e État et compagnie, s'est relevée et a gagné et a battu à plat de couture les conservateurs. En Australie, la droite essayait un peu de jouer le jeu du style trumpiste. Ça n'a pas marché non plus. Donc, c'est possible aussi qu'en France, ça ne marche pas complètement, cette alliance. Et d'ailleurs, on en a parlé vite fait sur la question de la réaction de Jordan Bardella sur les attaques sur le Groenland et le Danemark. C'est désolidariser de Trump. On voit bien qu'il y a certains sujets sur lesquels certains partis d'extrême droite, et que ce soit en France ou ailleurs, ne sont pas toujours complètement d'accord avec cette idée, parce que la base des partis nationalistes, c'est justement la nation. Donc si on attaque l'Union européenne parce que la nation n'a pas assez de place et n'a pas assez de pouvoir pour derrière devenir le vassal des États-Unis, c'est pas exactement le message qu'on veut envoyer à ses électeurs. Le positionnement ne sera pas forcément celui de Viktor Orban dans le reste des pays, enfin en tout cas en France. Parce que Viktor Orban, là pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est surtout que je pense que dans un certain nombre de pays d'Europe centrale, quand bien même ça ait beaucoup changé, en fait, les États-Unis conservent encore une image positive. Alors que pour le coup, Donald Trump détruit l'image des États-Unis, notamment en Europe. Tous les sondages le montrent, et notamment en France. Pas en Europe centrale et orientale, alors. Mais aussi moins, parce qu'il partait de beaucoup plus haut. Mais il y a désormais une majorité, en fait, par exemple, de Polonais qui estiment que Donald Trump n'est pas un bon président pour les États-Unis. Ce qui est un colossal. Enfin, en Pologne, c'était inimaginable. Et en fait, l'une des raisons qui fait que l'extrême droite, dans certains pays, notamment en France, essaie de se désolidariser en façade de Donald Trump, c'est parce que Donald Trump est à 80% d'opinion défavorable en France. C'est ça qui se joue. Mais ça ne veut pas dire que les Américains ne vont pas essayer d'influencer. L'ambassadeur des États-Unis en France, c'est M. Charles Kushner, qui est donc le père du gendre de Donald Trump. Et il est très très clair que cette personne-là est venue là pour faire de l'influence politique. Et en soutenant les partis d'extrême droite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puisqu'il nous reste 5 minutes, un mot justement sur ce scrutin qui doit avoir lieu le 12 avril. Est-ce qu'il y a une chance de gagner son rival et donc de redonner à la Hongrie son côté Union européenne, enfin voilà, que tout d'un coup Viktor Orban ne soit plus dans le paysage politique alors que ça fait 16 ans qu'il est au pouvoir? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que, alors effectivement, il y a une usure du pouvoir, ça c'est incontestable. On l'avait déjà dit aux élections précédentes. Mais alors souvent l'opposition était très fracturée en Hongrie. Là pour le coup, il y a un seul leader. Il s'appuie énormément sur la lutte contre la corruption, qui est endémique dans le système Fidesz, le parti de Viktor Orban. Donc en fait, il marque des points. L'économie va très mal en Hongrie. Encore une fois, je crois qu'on est à quasiment 0%, enfin ou moins d'1% d'augmentation du PIB les dernières années. Donc ça va pas très bien. Les gens commencent à émigrer.
en masse de Hongrie. Donc il y a un véritable problème. Le problème, c'est que Viktor Orban contrôle les médias. Est-ce que ces élections sont libres véritablement? Est-ce qu'il y a un pluralisme? Alors il y a un pluralisme parce qu'encore une fois, les gens peuvent voter un peu pour qui ils veulent, etc. Il y a un candidat de l'opposition qui est en tête dans les sondages, largement d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, ça va être une campagne extrêmement sale, ça c'est une évidence. On parle déjà d'un chantage à la sextape envers le leader de l'opposition Peter Magyar, probablement organisé par des gens proches de Viktor Orban. Et on a vu ces images aussi de campagnes publicitaires partout, 4x3, où grosso modo on essaye de lier monsieur Magyar, le leader d'opposition, à l'Ukraine, à la guerre, à Bruxelles, un peu tous les totems négatifs dans la propagande officielle. Donc campagne très dure. Ah bien sûr, mais campagne extrêmement dure. Viktor Orban fera tout pour conserver le pouvoir. Est-ce que c'est effectivement une sorte de laboratoire, vous pensez, Shahin Vallée, ce qui se passe en Hongrie, là, une campagne très dure avec tous ces slogans, une sorte de laboratoire avant la campagne française? Tous les ingrédients y sont. Oui, et puis c'est un bon test de l'influence états-unienne en Europe. Votre invité a évoqué plutôt les élections dans lesquelles les soutiens américains se sont plutôt retournés contre le candidat. Ça a été le cas aussi aux Pays-Bas ou au Portugal plus récemment. Donc pour le moment, on n'observe pas de poussée de l'extrême droite suite à des soutiens trumpistes. Et donc la Hongrie est un véritable test. Si ça échoue en Hongrie, compte tenu de la débauche de moyens politiques qui ont été mis à la disposition de Orban, ce sera un signal important que l'Europe résiste malgré tout, et ce sera pour la Hongrie le début d'une nouvelle page, une page plus européenne. Les 17 milliards de fonds de cohésion qui ont été gelés jusqu'à présent seront sans doute très rapidement dégelés, donc les difficultés économiques qui ont été évoquées plus tôt seront en partie résolues. Et donc je pense que c'est en effet un vrai test de l'influence des États-Unis en Europe, et peut-être un tournant pour l'Europe de l'Est et pour l'Europe plus largement. Vous êtes d'accord, Philippe Golub? Il faut espérer que ce tournant se fasse, n'est-ce pas? Ketevan. Oui, non, mais c'est sûr que c'est une élection très importante parce que c'est Viktor Orban, c'est le symbole, justement. C'est le symbole de ce leader populiste d'extrême droite allié à Donald Trump, l'influence de Donald Trump dans les élections européennes. Donc tous ces éléments se retrouveront, alors peut-être pas aussi ouvertement dans une élection française, parce que peut-être que la France va pas réagir de la même façon que la Hongrie, mais c'est vrai que les éléments qui vont déterminer est-ce que l'Europe est en train de pencher plus du côté de Orban et de Trump ou plus rester dans le côté européen, ça va se décider, alors pas l'avenir entier de l'Europe, mais ça donnera une indication, et c'est un vrai test. Si je peux juste 12 avril prochain. Un mot, c'est que en fait, c'est d'autant plus important que Viktor Orban, il sert d'exemple en fait à beaucoup de leaders européens. Lorsque Babiš a gagné Monsieur Babiš a gagné en République tchèque, lorsque Robert Fico a gagné en Slovaquie, ces gens-là se réclament de Viktor Orban. Et donc, effectivement, il est probable qu'une partie de l'extrême droite française fera pareil. Il est probable qu'une partie de l'extrême droite en Pologne fera pareil. Donc, si Viktor Orban tombe, effectivement, c'est un symbole, c'est un totem qui tombe, et ça sera plus compliqué pour les nationalistes derrière. Merci beaucoup, Ulrich Boudin, d'avoir été avec nous, Ketevan Gorgestani. Merci à vous, Philippe Golub. Merci, Shahin Vallée, d'avoir été avec nous en direct de Londres. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et je vous dis à demain.